Depuis la fin de la saison 1, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la pandémie de Covid, qui est là pour malheureusement expliquer le fait que la saison 2 ait mis autant de temps à arriver sur nos écrans. Et pendant tout ce laps de temps, l'univers étendu de The Witcher nous a proposé un film animé qui s'appelle The Nightmare of the Wolf, qui est ma foi très réussi et qui nous proposait un petit peu de revenir dans l'univers de The Witcher avant de plonger réellement dans la suite des aventures de Geralt dans la saison 2. Dans cette vidéo, on va parler vraiment globalement de la saison 2, que ça soit en point positif, point négatif, et je vous rassure, il ne sera pas uniquement question de ma critique, mais bien entendu d'une analyse de certains points clés qui me semblent très intéressants à souligner. D'ailleurs, je tiens à le préciser, cette vidéo spoilera, mais pas totalement, puisque je vais d'abord commencer par une partie entre guillemets no spoil, où je vais un petit peu revenir globalement sur ce que j'ai apprécié, ce que je retiens de points positifs sur cette saison, et aussi en points négatifs, et puis après on ira beaucoup plus dans le détail, peut-être même je vais voir comment la vidéo se tourne, faire une analyse couplée de mon avis épisode par épisode, parce que bon, effectivement avec Netflix on a tout d'un coup, donc il y a beaucoup de choses à dire et forcément vous en doutez, je ne pourrai pas tout dire dans cette saison, donc c'est pour ça aussi que je vous encourage à dire en commentaire si jamais il y a un point que je n'ai pas forcément développé et que vous souhaiteriez eh bien qu'on débatte là-dessus dans les commentaires, justement c'est fait pour ça. D'une manière générale, qu'est-ce que je peux dire de cette saison 2? Déjà, je suis très surpris par la qualité visuelle de la saison. La saison 1, je sais que beaucoup avaient critiqué les costumes, les effets spéciaux, les décors, qui faisaient, et je suis totalement de votre avis, un peu cheap par endroits. On avait vraiment l'impression même des fois d'avoir affaire à un épisode de Xena la guerrière. Mais justement là, j'ai l'impression qu'avec tout ce temps de développement, où il y a plus de budget, eh bien la production a vraiment mis le paquet sur tout ce qui est effets spéciaux, décors et production d'une manière générale. J'ai vraiment l'impression d'avoir une série qui a évolué. Netflix a cherché à soigner les détails, notamment les costumes, par exemple les costumes de Nilfgaard qui étaient très critiqués à juste titre dans la saison 1, et bien là ce sont des vraies armures qui sont élégantes. Bon, c'est vrai que si des fois tu mets un petit peu le zoom dessus, c'est pas forcément parfait, ça pourrait être mieux comparé aux jeux vidéo qui avaient proposé une approche beaucoup plus médiévale. Là on a quelque chose déjà de beaucoup plus correct et même, je peux le dire, de clairement satisfaisant sur le point de vue visuel. Il en va de même pour la perruque de Geralt ou l'aspect visuel des personnages qui est beaucoup plus proche de ce que voulaient les livres. Je pense notamment à la sorcière Triss Merigold qui a justement cette chevelure un peu de couleur au brun, c'est-à-dire entre le roux et le châtain très clair. Et dans les livres elle est décrite comme ça, c'était juste les jeux vidéo qui avaient décidé de la faire vraiment rousse, pratiquement même rouge. Donc là aussi, un parti pris beaucoup plus intéressant sur les couleurs qui sont beaucoup plus vives, qui sont beaucoup plus péchues. Pareil les costumes, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait des couleurs bien plus vives que dans la saison 1, avec par exemple la cape de Yennefer qui était violette, la cape de Caiir qui était verte. Tous les personnages, voilà, ça transpirait vraiment l'authenticité et la colorimétrie était très bien dosée justement dans cette saison. Là vraiment on a clairement quelque chose de sérieux qui est très soigné, authentique, voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Par exemple, quand je reviens sur l'histoire de Nivellen, l'acteur donc Christopher Ishvou qui jouait Tormund dans Game of Thrones est très bien maquillé. J'avais eu un petit peu de réserve la première fois que je l'avais vu dans un extrait, et là, bah, franchement très convaincu par le costume, par les décors, les prothèses qu'il porte dessus, ça fait vraiment très bien. Donc voilà, je vois pas trop ce que les gens pourraient critiquer sur cette saison du point de vue visuel. Je trouvais justement que c'était bien dosé et que ça respectait globalement l'univers. Donc là, un très bon point Netflix, bravo pour tous ces efforts que vous avez accomplis en écoutant les critiques faites par les spectateurs lors de la diffusion de la saison 1. Du point de vue de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié ce que nous a proposé la saison 2, notamment la première partie, c'est-à-dire les 4 premiers épisodes. Les 4 suivants, je dirais, c'est pas que c'était nul, c'est pas que c'était ennuyant, mais j'avais vraiment l'impression de jouer aux jeux vidéo et de faire une quête secondaire totalement banale où on va d'un point A à un point B, et à la fin il y a le combat de boss où tu arrives à terrasser le boss en faisant un truc combiné avec de la magie. Voilà, globalement l'histoire respecte un petit peu le livre 3, j'ai même un peu l'impression qu'on empiète sur le livre 4 par moment, et ça sera intéressant de voir comment dans la saison 3 ils vont faire pour reprendre le train en marche, parce que là on a vraiment une première moitié de saison qui respecte le livre 3 et puis après ça s'éloigne. Alors des fois on bifurque un petit peu, on revient sur le livre 4, le livre 3, mais vraiment il y a un gros chemin de traverse qui est pris et on verra bien comment ils vont s'en dépatouiller pour la suite. Et comme cette quête secondaire est terminée, on verra comment ils vont faire pour rattraper le train en marche et revenir sur la trame de l'histoire pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et proche des livres, peut-être même en tissant des histoires assez annexes. Mais globalement voilà, je retiens quand même du positif de cette saison 2. L'histoire
l'histoire était très intéressante, le scénario était bien fait, il y a quelques moments qui m'ont fait quand même arracher les cheveux, où j'étais complètement sur le cul, mais ça on en parlera peut-être plus dans la partie spoiler. On verra bien comment ils vont faire avec la saison 3 qui, je l'espère, ne mettra pas trop de temps à venir pour peut-être une sortie en 2022, ça serait vraiment cool. En plus, fin 2022, on aura la série Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime, on risque peut-être aussi d'avoir la série Willow chez Disney+, et sans aucun doute là aussi House of the Dragon sur HBO, donc ça serait cool d'avoir The Witcher dans la partie, avec là aussi ce que Netflix pourrait nous proposer en termes de fantasy. On va maintenant passer sur la partie spoiler, donc vous êtes prévenus, vous vous aventurez en terrain connu. On va faire simple, on va faire épisode par épisode et puis on va venir un petit peu tisser les intrigues et ce que j'ai apprécié et l'analyse qu'on peut en tirer. L'épisode 1, déjà, c'est une nouvelle qui est présente dans le livre 1, Un grain de vérité, et qui va justement être réintroduite dans la trame comme si elle se passait dans le livre 3. Donc là, Netflix a vraiment fait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire retravailler la chronologie pour réintégrer une histoire, et j'ai trouvé que ça s'intégrait plutôt très bien. Le fait de montrer que Geralt a déjà eu connaissance de Nivellen et qu'il le découvre transformé, ça permettait de voir que Geralt a beaucoup voyagé et qu'il connaît des personnages et qui ont beaucoup évolué là aussi. Autre aspect très positif dans cette histoire, eh bien, c'est que l'histoire de Nivellen, c'est une histoire qui est un peu une sorte de parodie morbide de La Belle et la Bête, où justement la Bête tombe amoureuse de la Belle, sauf que là, bon, la Belle, c'est un peu un monstre aussi, donc c'était très intéressant de voir comment l'histoire était traitée, et j'ai justement beaucoup apprécié le fait que Nivellen était un personnage très sournois, drôle, jovial. Ça a ajouté justement une touche d'originalité au personnage qui était, ma foi, plutôt comme ça dans le livre aussi. En plus, l'acteur Christopher Ishwood qui joue Tormund dans Game of Thrones était plus ou moins comme ça, un personnage assez sérieux qui peut aussi être un peu farceur, blagueur, un petit peu second degré. Là, il était clairement dans ce même rôle et j'ai beaucoup apprécié ça avec le personnage de Nivellen. Le combat entre Geralt et la Bruxa a été très attendu et je ne sais pas vous, peut-être que vous me direz que je fabule totalement, mais j'ai trouvé que le combat ressemblait beaucoup à une bande-annonce de The Witcher 3, le jeu vidéo, où Geralt va là aussi traquer une vampire ou une Bruxa dans une grange, et j'avais vraiment l'impression de voir ce combat à travers ce que la série nous proposait, donc c'était très intéressant du point de vue visuel, quand on sait justement que la série peut puiser des fois dans le jeu vidéo, et que l'acteur Henry Cavill est un grand fan du jeu vidéo, je ne serais clairement pas étonné d'avoir affaire à une sorte d'hommage à cette bande-annonce qui était, ma foi, très iconique. Et enfin, le clou du spectacle de l'histoire de Grain de Vérité, c'est que Nivellen, en fait, eh bien, il cachait un très lourd secret derrière cette malédiction, et là aussi on retrouve vraiment un point clé de l'univers de Sapkowski, c'est que en fait les monstres, les vrais monstres, les loups-garous, les Bruxa, les vampires et tout, ce ne sont pas vraiment eux les monstres, c'est avant tout l'humain qui reste un monstre, et Nivellen, quand il avoue qu'il a été maudit par la prêtresse parce qu'il l'avait violée dans son temple, eh bien vraiment, c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, le personnage, t'avais un petit peu de l'attachement pour lui, vraiment de l'attention, tu t'étais un petit peu même pris en pitié par rapport à sa malédiction. Là, clairement, t'as plus aucune pitié, c'est lui le monstre, il a été maudit, il l'a cherché, et le fait que Geralt, à la fin, lui dise « Non, non, maintenant t'es mortel, tu peux te tuer toi-même », c'est là vraiment où on sent toute la réflexion derrière les personnages de Sapkowski, où justement on va se questionner sur la monstruosité qui sommeille en chacun de nous, et donc c'était vraiment très intéressant d'avoir mis ça en scène à travers cette petite histoire. L'épisode 2, là, je pense que l'épisode 2, c'est clairement celui qui m'a fait à la fois sortir du truc, mais aussi j'étais dedans, je m'explique. L'épisode 2, en fait, c'est l'arrivée de Geralt et Ciri à Kaer Morhen, et déjà du point de vue visuel, j'ai beaucoup apprécié qu'on retrouve le même visuel que dans le film The Nightmare of the Wolf. Il y avait même des cadavres sur le côté pour sous-entendre qu'il y avait une très grande bataille, les murs étaient détruits, la tour était effondrée, vraiment c'était très bien rendu visuellement, et encore plus lorsque on se permettait de faire justement des liens entre le film animé et la série, donc là vraiment t'as l'impression d'avoir affaire à quelque chose de connecté et de cohérent. Le film animé n'était pas totalement cohérent avec l'histoire, mais dans sa propre canonicité, c'est-à-dire si tu prends uniquement le film animé et la série, eh bien t'as une certaine cohérence, et ça c'est très appréciable parce qu'il n'y a rien de pire que les incohérences. Le fait d'arriver à Kaer Morhen est l'occasion de rencontrer plein de sorceleurs, que ça soit Cohen, Lambert, Eskel ou encore Vesemir, et là, grosse mention pour Vesemir, l'acteur Kim Bodnia est
incroyable. Vraiment au début j'avais un petit peu des doutes parce que comme beaucoup j'espérais vraiment avoir Mark Hamill en tant que Vézémir, mais là vraiment l'acteur se débrouille très bien, il a vraiment ce côté paternel que Geralt recherche et qu'il n'a jamais eu, parce que effectivement si l'acteur est impliqué et suffisamment crédible dans son personnage, et bien t'y crois encore plus, et c'est le cas pour Vézémir, ce qui est, je ne vous le cache pas, fort appréciable dans cette série. Tous les autres sorceleurs sont vraiment ok au niveau du visuel, Lambert avec ses cheveux roux, je trouve que ça lui va très bien, parce que dans le jeu je crois pas qu'il a les cheveux roux. Cohen est un sorceleur qui est uniquement dans l'univers des livres, il n'existe pas dans les jeux vidéo, donc Cohen, bon, pourquoi pas, de le faire comme ça, c'est là aussi intéressant, et j'aime beaucoup la complicité entre Lambert et Cohen, ça rajoute là aussi une dose de fraternité dans cet univers, avec tous les sorceleurs qui se retrouvent, même si on sous-entend quand même qu'il y a une certaine hiérarchie entre les sorceleurs, on a Vézémir qui est tout en haut, peut-être Geralt juste en dessous, et enfin tous les autres, avec notamment Eskel, qui semble être totalement à des années-lumière du personnage tel qu'il est dans les livres et dans les jeux vidéo. Alors il faut savoir, j'ai dû faire le The Witcher 2, dans le The Witcher 3 je dois avoir joué une bonne quarantaine d'heures et j'ai à peine commencé l'histoire parce que je suis tellement perdu avec toutes les quêtes secondaires, j'ai envie de tout faire. Alors Eskel dans les jeux vidéo, c'est un peu le frère caché de Geralt, c'est-à-dire c'est un mec qui est vraiment visuellement, il est balafré, mais tu sens que c'est un mec sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui est pas forcément fourbe, c'est même quelqu'un de très appréciable. C'est assez justement paradoxal parce que quand tu vois son visage, t'as l'impression qu'il va te défigurer. Alors que non, justement, c'est peut-être l'un des personnages les plus gentils autour. Et là, dans la série, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Eskel, mais ils ont voulu faire une espèce de Vegeta par rapport à Geralt qui était Sangoku. Ça va pas du tout au personnage, c'est à des années-lumière de l'interprétation que j'en faisais, et je pense justement que les fans du jeu vidéo vont détester cette interprétation de Eskel, d'autant plus que, malheureusement pour lui, Eskel n'a pas survécu à cet épisode. Alors là, j'étais encore plus sur le cul parce que je me suis dit, Eskel, c'est un personnage qui est très apprécié par les fans. En plus, Eskel est présent dans les jeux vidéo, donc ça veut dire qu'il survit aux livres, à l'inverse d'autres sorceleurs présents dans les livres, mais qui ne le sont pas dans les jeux vidéo, donc je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il s'est passé. Mais là, Eskel, le fait de le faire disparaître comme ça, je pense que les fans vont détester. Et là, le problème, c'est que déjà, tu détruis un personnage qui est apprécié des joueurs, qui appréciait même des lecteurs. Il a vraiment ce rôle de frère avec Geralt, donc là j'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec Eskel, d'autant plus qu'il est infecté par un Leshy. J'ai pas compris ce passage d'histoire. Alors c'était très intéressant, c'était très épique, la bataille, Kermoren, le Leshy, le fait que Eskel c'est vraiment l'histoire de Vegeta, c'est incroyable, hein. C'est Majin Vegeta, c'est Majin Eskel quoi. Ouais, je ne comprends pas cette histoire, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, donc là, pourquoi ils l'ont tué aussi vite? Il a eu un temps d'apparition dans cet épisode 2 et c'est tout. Le pire du pire, c'est que l'épisode 3, tu vois son cadavre, l'épisode 4, tu vois son squelette. Ils ont vraiment insisté sur le fait que Eskel, il est bien mort, tu vois son cadavre, tu vois son squelette, c'est fini, il ne reviendra plus. Là, clairement, je ne comprends pas. C'est un mystère. Pour moi, par exemple, faire disparaître à la place de Eskel Cohen, ça paraît plus cohérent. Il a une petite importance dans les derniers livres, mais c'est pas un personnage très important. Eskel, non. Je vais arrêter de parler d'Eskel, sinon je vais devenir agressif. L'épisode 3 était beaucoup plus centré sur l'entraînement de Ciri et le fait qu'elle va apprendre à devenir une sorceleuse, donc c'était très bien fait. Ça respecte le livre était comme ça, donc la construction était globalement réussie. J'ai beaucoup aimé justement l'actrice de Ciri que je trouve très impliquée. Du point de vue de ses expressions faciales, elle rend vraiment cette dualité entre le personnage qui a envie d'impressionner Geralt, mais qui a quand même cette certaine douceur et tendresse au fond d'elle. Donc là, chapeau à l'actrice et qui s'est vraiment surpassée pour rendre quelque chose d'intéressant et crédible à l'écran. Mais pour moi, le gros point de cet épisode, c'était pas forcément Kermoren, c'était clairement toutes les intrigues politiques qui petit à petit se mettent en place autour de Tissaia de Vries. Et là vraiment, l'actrice de Tissaia de Vries dans l'épisode 1, 2, 3, même dans les autres, elle est très impliquée. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir une actrice très forte qui donnait vraiment cette importance à un personnage qui est justement très important dans les livres, avec toute cette sagesse, cette puissance qu'elle a au fond d'elle, notamment lorsqu'elle va essayer d'interférer auprès du conseil des mages et des magiciennes pour imposer sa vision et dire où il faut se rendre ensuite. Et quand Yennefer est là, j'avais vraiment l'impression d'avoir
un petit peu une relation mère-fille qui était très intéressante parce que la mère de Yennefer n'a rien fait pour empêcher le fait qu'elle soit vendue comme du bétail. Donc le fait d'avoir cette relation quasi mère-fille entre Tissaia et Yennefer, eh bien ma foi, c'est fort bienvenu dans cet épisode. En plus, ce qui est logique, c'est qu'on voit que toutes les sorcières sont meurtries par le combat. Tissaia est vraiment marquée par le fait d'avoir perdu toutes ses sorcières et mages. On a également Triss Merigold, qui est elle aussi très impliquée, notamment le fait qu'elle soit brûlée, qu'elle soit marquée physiquement, mentalement. Yennefer aussi est marquée mentalement puisqu'elle a perdu l'usage de ses pouvoirs. Alors ça, je ne me rappelle pas que c'était dans les livres, donc ça fait partie de la quête secondaire qu'on va détailler ensuite. Et cette histoire secondaire va empiéter sur les terrains des elfes avec Francesca Findabair qui est vraiment très réussie comme personnage. En plus, comble du comble, le livre 3 s'appelle Le sang des elfes et c'est là toute la subtilité parce que les elfes occupent une place très importante dans ce livre 3 et on avait vraiment cette impression là dans la saison 2, même si la trame historique a pris un chemin totalement différent. On verra si malgré le chemin pris de côté, ils arrivent à revenir sur la trame principale dans la saison 3. Je pense qu'ils vont faire ça parce que ils n'auraient peut-être pas voulu, entre guillemets, tuer aussi vite les personnages ou les faire disparaître ou carrément zapper toute l'histoire. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose, tirer sur la longueur pour rallonger un peu le récit parce que c'est vrai que le livre 3 par rapport à d'autres livres, il est un peu petit. Donc je peux comprendre aisément qu'ils aient voulu tisser des intrigues secondaires. En tout cas, tout ce mythe avec la cabane dans les bois, il faudra que je me renseigne, mais il me semble que c'est un mythe polonais. Donc il faudra vraiment que je me renseigne là-dessus parce que toute cette histoire de cabane dans les bois, de monstres, de sorcières qui se promettent des choses, parce que certes, ça fait penser à quelque chose qui sort du légendarium slave, mais dans l'univers de The Witcher, je trouve que ça s'intègre plutôt bien parce que voilà, The Witcher est très imprégné par tout l'univers de Sapkowski qui est polonais et c'est donc logique d'avoir affaire à quelque chose qui se rapproche le plus de ces légendes. Mais en prime, cela nous permet aussi de tâtonner un petit peu sur l'histoire de Ciri avec toute l'intrigue du sang ancien qui est très importante dans le livre 3. C'est aussi pour cela que le livre 3 s'appelle le sang des elfes. C'est pas uniquement le sang que vont verser les elfes, c'est aussi le sang ancien détenu par des anciens clans elfiques avant l'arrivée des hommes. Vraiment, c'était bien mis en scène. Le fait que Ciri va apprendre qui elle est vraiment au fond d'elle, toute cette quête d'identité et de passé autour du personnage était très bien amenée, que ce soit dans les va-et-vient dans le passé, le présent, peut-être même le futur, parce qu'on voit certaines choses qui se passent avec la chasse sauvage, avec le monde totalement dévasté. On commence aussi un petit peu à rentrer dans toute la mythologie de l'univers du sorceleur, avec la conjonction des sphères dont on parle le plus, Geralt et Vesemir avec Triss qui vont enquêter sur l'origine des monstres, pourquoi il y a des monstres comme ceux-là qui sortent, pourquoi le monstre a possédé Eskel, pourquoi il y a des sortes de créatures qui sont créées à partir des monolithes. Vraiment, c'était assez intéressant de rentrer dans quelque chose d'assez entre guillemets mystique et qui se permet des libertés par rapport au livre pour expliquer des mystères qui ne sont justement pas résolus dans ces mêmes livres. L'épisode 4 restait dans cette même continuité avec l'introduction de Dijkstra, ce personnage qui va jouer sur les tractations politiques, l'espionnage pour le compte du roi de Redani, et il va se rendre compte que certes, tous les royaumes du Nord ont triomphé de l'empire de Nilfgaard lors de la bataille de Soden, mais ce n'est pas une raison pour laquelle ils vont tous s'allier dans un univers commun. Au contraire, il y a des complots politiques qui se jouent et on sent que la Redani peut être un royaume à ne pas prendre à la légère. Donc là, vraiment, Dijkstra. En plus, l'acteur joue très bien, c'est un acteur qui justement jouera dans House of the Dragon, mais également dans l'univers de Tolkien avec l'un des nains dans les films du Hobbit. L'acteur est très impliqué et on sent vraiment cette puissance et cette perfidie qui est propre au personnage de Dijkstra. En plus, le fait qu'il joue un double jeu avec la chouette qui est l'emblème et même Philippa Eilhart, eh bien ça rend quelque chose de très intéressant pour la suite et ça augure justement quelque chose d'intéressant parce que le livre 4 donnera une part très importante à ces mêmes personnages. Ce même épisode est l'occasion pour les fuyards Yennefer et Cahir d'être confrontés à toute la vague de racisme. Malheureusement pour les elfes, c'est eux qui prennent cher dans cet épisode avec toute l'histoire autour du racisme anti-elfe, les arrestations, les dénonciations. On tombe vraiment dans quelque chose de très négatif, mais qui est très présent dans le livre 3, 4 et 5, où on a vraiment toute cette chasse aux sorcières, entre guillemets, chasse aux monstres, chasse aux autres races, avec les elfes qui sont traqués, qui sont éliminés,
et qui va justement les pousser à aller vers des décisions et des choix beaucoup plus drastiques pour leur survie, chose qu'on voit dans les épisodes suivants avec les elfes qui vont malheureusement procéder à des exactions sur les terres de Redani pour se venger de ce qui vient de leur arriver. L'épisode 5 poursuit dans la même continuité, outre le fait qu'on a retrouvé Jaskier dans l'épisode précédent, et bien là c'est l'occasion d'être introduit avec un des méchants iconiques des livres, Rience, un mage qui utilise la magie du feu à des fins personnelles pour acquérir des informations, faire des assassinats. Rience est un des personnages que j'apprécie le plus dans l'univers parce que, comme beaucoup, si le méchant est réussi, forcément toute l'histoire autour est réussie, donc vraiment très bon point. L'acteur de Rience est impliqué, il ressemble vraiment au personnage tel qu'il est décrit dans les livres, et même par moments quand il rigolait ou quand il utilisait de la magie, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à l'acteur de Loki. Je sais pas si c'est visuellement fait exprès ou si c'est pensé dans ce sens-là. Rience, il a ce côté un peu perfide aussi, à la différence près que Loki est d'abord méchant puis il devient gentil. Là, Rience il va pas devenir gentil. C'est clairement un méchant du début à la fin. On suit aussi une autre quête secondaire, Geralt avec Istred, un mage, où ils vont enquêter sur l'origine des monolithes, chose qui n'est absolument pas présente dans les livres, ou alors je me plante complètement et je ne m'en souviens plus. Le fait d'avoir affaire à cette histoire permet de développer tout le mythe autour de l'univers, comme je vous disais, avec la conjonction des sphères, les monstres qui sont appelés par les monolithes, le fait que Ciri a réussi à détruire un monolithe pendant sa fuite, ça démontre qu'elle a un pouvoir immense et que c'est justement là que réside la clé du succès pour vaincre les monstres, mais aussi peut-être redonner vie aux sorceleurs avec l'utilisation du sang ancien. Et comble du comble, cet épisode nous permet également de voir la chasse sauvage. Donc là aussi c'est très intéressant d'avoir introduit la chasse sauvage à partir de ce moment, parce que normalement la chasse sauvage, il commence vraiment à venir à partir du livre 4, mais ça reste des fantômes, ils ne sont pas là vraiment beaucoup de temps. Donc là aussi c'est très positif de ne pas les avoir montrés outre mesure et d'avoir voulu un petit peu appuyer sur le fait que c'est une menace qui avance mais dans l'ombre et qui sera beaucoup plus importante dans les saisons à venir. L'épisode 6 c'est un petit peu la rencontre de tous les personnages. Geralt retrouve Yennefer, son amour qu'il pensait morte, et c'est très intéressant de retrouver ces personnages. L'histoire avec Yennefer qui a perdu ses pouvoirs va encore plus loin, sans oublier aussi toute l'intrigue de la naissance de la fille de Francesca Findabair. Donc là aussi toute cette histoire d'espoir, puisque les elfes ne donnaient plus naissance depuis des années, et malheureusement on a l'histoire donc de la fille de Francesca qui s'achève dans le sang, où l'on voit vraiment toute cette tragédie dans la disparition, où on retrouve vraiment l'espoir qui naît et qui meurt de suite. Yennefer également qui va vouloir utiliser Ciri pour retrouver ses pouvoirs, mais qui se retrouve un peu fourvoyé par son propre désir de pouvoir. Donc là c'était très intéressant, mais c'était pas un épisode qui m'a retenu outre mesure. La seule chose que je retiens vraiment d'intéressant dans cet épisode, c'était d'avoir introduit une histoire avec le temple de Métellité et Nénec. Et comme pour l'histoire de Nivelaine qui a été raccordée à l'intrigue, et bien là ça va être la même chose. On va remettre dans la trame principale l'histoire de Nénec et c'est bienvenu, d'autant plus que ça permet d'avoir accès à une séquence de combat assez réussie où Geralt va se battre contre des bandits accompagnés de Rience qui voulaient embarquer Ciri. Donc quelque chose de bien fait là aussi, d'autant plus que le combat est rythmé, la chorégraphie est bien faite, il y a des ralentis, on sent toute la puissance de Geralt, mais on voit malheureusement toute la défaite de Yennefer qui ne sait plus utiliser ses pouvoirs et qui ne sert malheureusement à rien, si ce n'est donner des indications à Ciri. Donc c'est un peu dommage parce que l'histoire de l'apprentissage de la magie entre Ciri et Yennefer, elle est beaucoup plus longue, et là j'ai eu l'impression que c'était très accéléré, c'est-à-dire que elle fait voler la boule là, l'espèce de boule qui est retenue par la chaîne, la boule craque et c'est bon, elle sait faire la magie. Alors que dans les livres c'est plus long, il y a tout ce développement de l'histoire et de la relation duale entre Yennefer et Ciri, une relation qui deviendra presque une relation mère-fille, comme la relation de Ciri a avec Geralt, une relation père-fille. Et là le problème c'est que dans l'histoire, Yennefer se servait de Ciri pour retrouver ses pouvoirs, donc il y a une totale perte de confiance dans les personnages. Pour la suite j'ai peur que ça ne marche pas, comment Ciri va retrouver confiance comme ça à Yennefer d'un coup. En tout cas c'est dommage de ne pas avoir respecté l'histoire du livre 3 et 4 où on avait toute cette intrigue autour de cette relation de confiance et d'apprentissage entre Yennefer qui montrait la magie à Ciri, qui apprenait toute la magie au fur et à mesure. C'est pas une magie qu'elle a innée,
Elle a ce point de vue inné, certes, mais il est enfoui au fond d'elle et il faut qu'elle apprenne à canaliser toute cette énergie pour la faire jaillir et l'utiliser à bon escient. Là, j'ai juste eu l'impression que c'est hop, c'est bon, I know Kung Fu quoi. Comme Matrix, ben là c'est un peu pareil et c'est dommage. Et enfin, les derniers épisodes, donc le 7 et le 8e, comme je disais, toutes les manipulations des elfes, le fait qu'ils aient été manipulés par Emhyr Varemrice pour inciter le combat entre les clans des elfes et les royaumes du Nord, c'est bienvenu, mais pour moi ça ne justifie pas forcément les moyens. J'aurais préféré qu'ils respectent les livres et qu'ils fassent plutôt quelque chose d'un assaut désespéré, un petit peu comme la Rose de Sherawed. Là, on verra. J'espère que, je veux pas trop m'avancer, ni spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas lu les livres, mais j'espère qu'ils vont vraiment rattraper l'histoire parce que là, on a fait un gros détour, maintenant il serait temps de revenir sur le chemin de l'histoire. Hein. Mais ces deux épisodes, c'est aussi surtout l'attaque de Kaer Morhen par Volethmyr, la sorcière, ou je crois que c'est un démon, hein, c'est un démon qui prend possession des gens et qui se nourrit de toute le désespoir, la souffrance. Et là aussi, le fait qu'ils prennent possession de Ciri, c'est très intéressant, mais on retrouve malheureusement cette histoire de possession qu'on avait vue avec Eskel, et on comprend mieux pourquoi Volethmyr et tout, il possédait les monstres, c'est parce que Ciri est une source et qu'elle est capable de canaliser l'énergie et de s'en servir comme un portail entre les mondes. Donc ça, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus développé dans les livres suivants, mais c'est bien de l'avoir un petit peu tâtonné de ce point de vue-là dans cette saison. Mais en tout cas, l'assaut du démon sur Kaer Morhen par Ciri possédée, c'était plutôt bien fait, le combat était assez réussi, c'était même, comme je vous disais en tout début de vidéo, un combat de boss, hein, c'est-à-dire on a toute l'intrigue principale où tu vas collecter des indices, et bien maintenant tu sais que c'est Ciri qui est possédée, donc tu débarques à Kaer Morhen et tu fais le combat de boss contre quoi? Des basiliques, donc un combat très réussi, bien fait, dans la salle principale, avec Ciri qui est possédée, qui va lutter contre le démon qui est au fond d'elle. Elle va se battre sur plusieurs stades historiques, avec tout le passé qui revient la hanter, le fait qu'elle se complaise un petit peu dans cette situation où elle avait ses parents, où elle a sa grand-mère, où elle était à la cour de Cintra, mais elle se rend compte quand même que ce n'est qu'une illusion et elle va arriver à passer outre pour s'émanciper et se débarrasser du démon. Et là aussi, très bon point, on voit encore plus la chasse sauvage qui arrive pour Ciri, ce qui est totalement bienvenu parce que la chasse sauvage sera très importante pour la suite des livres, dont je frémis d'impatience pour l'adaptation, en espérant qu'il n'y ait pas trop de quêtes secondaires à l'avenir. Je reste focus sur ces quêtes secondaires, mais j'espère vraiment qu'ils vont reprendre le flambeau et repartir sur les rails de la trame principale. Je dirais juste que c'est du remplissage qui n'est pas forcément intéressant, et qui permet de retisser certaines choses, mais je pense qu'en suivant la trame principale de l'histoire, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant et cadré. Là, on a juste l'impression qu'ils ont voulu inventer quelque chose. Bon, c'est pas totalement décousu, c'est pas totalement irréel parce qu'on est dans l'univers du sorceleur, le fait qu'il y ait des démons qui prennent possession, c'est totalement dans l'esprit et même dans le code du monstrum des démons. Cette quête secondaire avec tous les délires des monolithes, ça permettait un petit peu de faire le tri dans toute la mythologie de l'histoire, mais du point de vue de la trame scénaristique, c'était pas forcément intéressant. En plus, je me permets aussi de faire un petit aparté sur la toute fin où l'on voit l'empereur Emhyr Varemrice qui arrive. C'est logique que l'empereur révèle qu'il recherche sa fille Ciri. Dans les livres, tu as tout ce mystère autour des parents de Ciri, tu sais pas ce qu'il leur est devenu. Tu vois aussi l'empereur Emhyr Varemrice, mais il ne dit jamais qu'il est le père de Ciri, parce que dans les livres, t'as pas le visuel. Hein. Là, dans la série, je pense que ça aurait été problématique. Hein. On aurait vu l'acteur qui jouait Denis, ce qui peut expliquer qu'ils aient révélé que l'empereur était le père de Ciri, parce que, effectivement, la magie n'aurait plus opéré et on aurait tout de suite décelé que en fait Emhyr c'est le père de Ciri. Je pense que ça va surprendre plein de spectateurs qui ne connaissent rien à l'univers et qui se disent mais comment ça se fait parce qu'on n'arrête pas de dire que les parents de Ciri ont disparu en mer, et là le fait que le mec y revienne et qu'en fait c'est l'empereur, eh bien je pense que ça va surprendre et c'est plutôt bienvenu d'avoir fini sur ce climax là. Concrètement ça ne dérange pas l'histoire, donc pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. C'était quand même une saison que je pense beaucoup plus intéressante et développée, travaillée que la saison 1 où vraiment on avait quelque chose de développé là aussi, mais qui tâtonnait, qui n'allait pas au bout. Là j'ai eu l'impression d'avoir affaire vraiment à une série aboutie du début à la fin, ne serait-ce que par la réalisation qui est exemplaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Vous pourrez dire que c'est nul, que c'est mal fait comparé avec toutes les autres séries. Moi je compare
compare pas avec les autres, je compare avec la saison 1, parce que c'est logique de comparer. Et par rapport à la saison 1, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir affaire à une série totalement nouvelle qui fait peau neuve, d'autant plus que j'ai vraiment l'impression que Netflix a écouté les fans et a fait quelque chose de proche des exigences des fans et des retours suite à la première saison. Maintenant, si on va beaucoup plus loin dans l'analyse et qu'on va beaucoup plus en profondeur dans certaines choses, eh bien c'est vrai que le scénario, l'histoire ne respecte pas forcément tout le livre 3, elle se permet d'énormes libertés, ne serait-ce qu'avec le personnage d'Eskel, ou bien la possession de Ciri et toute l'histoire de Volesmir qui n'apparaît pas une seule fois dans les livres. Ça, il faudra bien que je vérifie, mais je suis quasi sûr que cette histoire de démon et de possession de Ciri n'existe pas dans les livres. Eh bien, bon, ma foi, il y a à boire et à manger, il y a du positif, il y a du négatif. Je retiens quand même du positif et j'ai envie de dire que c'est très encourageant pour la suite. Donc c'est ça aussi qui fait la force de cette saison, quelque chose de cohérent, qui avance, qui propose beaucoup plus et qui permet de mettre en lumière certains pans d'histoire et intrigues qui étaient jusque-là méconnus ou très peu développés dans le passé. Donc vraiment merci beaucoup Netflix pour cette saison. Maintenant faites attention parce que si vous tuez encore des personnages comme ça d'une manière un peu bizarre, je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Moi le premier, je vous avoue, Eskel, je l'ai un peu en travers de la gorge, donc il faudra pas trop parler d'Eskel à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça partait pas trop dans tous les sens. J'ai essayé de coupler un peu mon avis ressenti à chaud et analyse de certains points clés de l'histoire pour essayer de capter ce qui était intéressant, ce qui l'était moins, ce qui était un point positif ou négatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2 en commentaire, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et nous, eh bien, on se retrouve dans l'univers du sorceleur, que ce soit en vidéo, sur les réseaux. Et puis je vais voir aussi parce que à la fin de The Witcher, il y avait une bande-annonce du spin-off Blood Origin. On va voir si je fais une vidéo parce qu'en toute honnêteté, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va arrêter là, je vais pas en dire plus, mais on va voir pour la suite si je fais une vidéo ou pas. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine pour d'autres explorations et aventures en compagnie du sorceleur. Salut à vous! All the sweet